Et pour le Zoom de ce soir, nous recevons Xavier Hofer. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors notre public maintenant vous connaît bien, vous êtes criminologue, spécialiste du terrorisme. On s'était vu 3 mois après les attentats qui ont été perpétrés au Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Nous sommes à présent à 6 mois de ces attentats. Manuel Valls, le Premier ministre, vient de déclarer qu'il lançait son nouveau plan contre le djihadisme et la radicalisation. Croyez-vous en son efficacité ? J'ai plusieurs soucis. Alors, bien entendu, rien de ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant et rien de ce qui va être fait en plus ne fait de mal. Mais on est quand même loin de l'essentiel. L'essentiel est là, manifestement et clairement. Donc, il y a plusieurs points avec lesquels je suis en désaccord et dans l'inquiétude à propos de ce qui est fait contre le terrorisme. Le premier point, il est tout à fait fondamental, puisque ce que je vais dire, tout le monde le constate dans sa vie quotidienne. Quand il y a un souci dans la cuisine, que l'eau se met à couler partout, la première chose qu'on fait, c'est une fois qu'on a appelé le plombier, la première chose que fait le plombier en arrivant, ça n'est pas de commencer à farfouiller sous le lavabo ou sous l'évier. Il va quelque part dans l'immeuble et il ferme le robinet d'arrêt. Ça, c'est la première des choses à faire. Il y a eu des attentats, tout le monde a glosé là-dessus depuis au moins Charlie Hebdo, c'est-à-dire depuis maintenant 1 an et 3 mois, et en réalité, rien n'a été fait qui permette de connaître, d'avoir une certitude sur l'essence, sur la nature même de l'entité qu'on appelle l'État islamique, de ce qui le fait bouger, au-delà des apparences. Tout le monde voit qu'ils sont affreux, qu'ils égorgent les gens, qu'ils les jettent du haut des immeubles, que ce sont des sauvages et des fanatiques absolument parfaits. Mais ça, c'est la base, c'est les combattants de base. Qu'est-ce qui fait bouger? Quel est l'objectif? Quel est le plan? Quels sont les contacts? Quelles sont les complicités? Quels sont les gens qui donnent l'impulsion à l'État islamique? Les donneurs d'ordre. Voilà, ou alors ceux qui donnent les suggestions, vous savez, c'est plus subtil que ça, au Moyen-Orient. Hein. Et donc, tant qu'on ne sait pas ça de manière pleine et entière, on n'a pas la capacité de faire en sorte que ça s'arrête. Tout terrorisme au Moyen-Orient, le terrorisme au Moyen-Orient, il a des règles. Et c'est pas des choses qu'on fait au hasard ou par fantaisie. On pratique ce genre de sport au Moyen-Orient depuis des décennies, depuis pratiquement un demi-siècle, et donc les règles en question, elles sont observées à peu près par tout le monde. C'est très exactement comme les règles du football ou du rugby. Quand vous arrivez dans le stade, vous voyez des gens qui font des choses, vous le comprenez parce que vous connaissez les règles. Savoir les règles ne vous permet pas naturellement de savoir qui va gagner ou perdre, mais en dehors de ça, vous comprenez ce qui se passe sur le terrain. La première des règles en matière de terrorisme du Moyen-Orient est la suivante. Elle est sans exception. Je ne connais pas, et j'ai été pas mal sur le terrain, j'ai écrit là-dessus des livres qui n'ont pas été réfutés, si vous voulez, et je n'ai pas d'exception à cette règle. Au bout de quelques semaines, toute entité terroriste du Moyen-Orient qui perdure devient un terrorisme d'État. C'est-à-dire que quand il y a des scissions dans le temps, dans le mouvement palestinien, à Bounidal et autres, ils sont rattrapés à un moment donné par un État de la région, les services de renseignement syriens, irakiens, libyens, etc. Quand de jeunes Arméniens indignés par l'histoire du génocide, etc., décident de créer dans la communauté arménienne du Liban un groupe terroriste qui s'appelle à l'époque l'Azala, Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Ce groupe en question, au bout de 3 mois, hop, il a commencé à faire ses premiers attentats. Des gens le regardent, l'observent, voient qu'il est efficace et hop, il est rattrapé par un État qui le met à sa botte, quoi, si vous voulez. En l'occurrence, la Syrie de Hafez el-Assad, à l'époque. Hein. L'État islamique n'échappe pas à cette règle, puisque maintenant, sous sa forme actuelle, il a une histoire qui remonte au début des années 2000, mais dans sa dénomination actuelle, État islamique, il a plus de 3 ans, donc fatalement, à un moment quelconque, il a été rattrapé, il s'est connecté avec quelqu'un, ou alors dans son histoire, il a eu plusieurs types de contacts de cette nature,
Qui sont-ils, ces contacts? Quels sont les gens qui, à l'heure actuelle, sont en état de, non pas de financer, parce que ces histoires de financement, elles sont un peu absurdes, ça coûte pas si cher que ça, le terrorisme, et sur place, il y a beaucoup d'armes. Mais quels sont ceux qui donnent les impulsions, les informations? Même si vous avez énormément d'argent, ça vous donne pas le moyen de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde, si vous voulez. Ça vous donne le moyen d'agir sur le terrain entre la Syrie et l'Irak. Ça vous permet pas, comme l'État islamique l'a fait, de faire des attentats à Jakarta ou en Ankara, en Syrie, et puis de donner l'impulsion pour des attentats au mois de novembre dernier à Paris. Alors justement, vous, avec vos recherches, vous êtes en mesure de nous dire d'où vient ce terrorisme? Non, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a plusieurs impulsions. On voit de l'extérieur, une fois de plus, j'ai pas accès aux confidences des dirigeants de l'État islamique, contrairement à des oseaux ou des escrocs dans le temps qui disaient ils m'ont tout dit, ils ont des caches d'armes, etc. Moi, je fais pas ça. Je travaille à partir des éléments dont on dispose et qui sont vérifiés, comme on le fait dans la recherche académique. Et donc, on voit que les impulsions sont multiples, qu'à certains moments, il y a eu l'Arabie Saoudite et le Qatar. À d'autres moments aussi, on ne peut pas ne pas remarquer que au moment où les Américains envahissent l'Afghanistan, après les histoires du 11 septembre, le fondateur de l'État islamique, qui s'appelle Abou Moussab al-Zarqawi, enfin le nom de guerre est Abou Moussab al-Zarqawi, se réfugie en Iran, ce qui est quand même bizarre pour un sunnite fanatique qui considère que les Perses et les chiites sont des hérétiques abominables, etc. Donc c'est sans doute compliqué. Puis il y a des billards à 2 bandes, il y a des billards à 3 bandes, mais en tout cas, la première chose que doit faire un appareil d'État, le gouvernement de la France, au moment où quelque chose se produit répétitivement. D'abord Charlie Hebdo, après ça l'Hypercacher, après ça les Kouachi, enfin à l'époque les Kouachi, après ça le 13 novembre, c'est de se dire, c'est peut-être des tout fous, des fanatiques, des benets qui ont monté ça de leur propre impulsion, ou bien il y a quelque chose derrière. Peut-être qu'on a marché sur des pieds et on n'a peut-être pas eu une bonne idée de marcher sur ces pieds-là. Sur quel pied avons-nous marché et que faire pour que tout cela s'arrête? Xavier Roffer, vous dites on est loin de l'essentiel. Comme on est à 6 mois des attentats du 13 novembre dernier, qu'est-ce que l'on peut mettre au crédit du gouvernement? Qu'est-ce qui manque comme mesure, tant au niveau du renseignement ou du traitement des islamistes djihadistes quand ils reviennent de Syrie? Alors, le premier point que j'ai développé jusqu'à présent consistait à dire, sait-on bien à qui a-t-on affaire? A-t-on bien fait le bon diagnostic de renseignement que seul un État peut faire? Un citoyen privé peut trouver des étonnements, des bizarreries, des incohérences. Il n'est pas en mesure il n'a pas de satellite. Voilà. Donc, première insuffisance dans le tableau d'ensemble. Sait-on bien à qui a-t-on affaire? Et sait-on bien pourquoi les actes qui se sont déroulés en Europe en général et en France en particulier ont eu lieu et sous quelle impulsion? Premier point. Ça, c'est le diagnostic. Deuxièmement, et le deuxième point auquel là je vais répondre, la question que vous me posez maintenant directement, beaucoup de choses ont été faites, l'essentiel n'a pas été fait. L'essentiel n'a pas été fait. Et l'essentiel, et ce que je vais vous dire maintenant, la France ne dispose pas d'un service antiterroriste performant. La France a de longue date, depuis avant la Première Guerre mondiale si ça se trouve, un service de renseignement intérieur dont la vocation est de lutter contre l'espionnage étranger. Avant la guerre de 14, l'espionnage allemand, entre les deux guerres, l'espionnage allemand aussi, majoritairement, et puis depuis, tout le monde, quoi, le pacte de Varsovie, les soviétiques, machin, tout ça, et on a contraint à un moment donné le service de contre-espionnage en question à faire de l'antiterrorisme. Ça n'est pas sa vocation, et les qualités qu'il faut, qualités qui sont certaines en matière de contre-espionnage de ce service de renseignement intérieur, le service en question a les qualités du job qu'il a appris à faire et que collectivement il fait bien.
c'est-à-dire le contre-espionnage. Le contre-espionnage est fondé sur le secret le plus absolu et le plus durable possible, sur le temps, l'infiltration d'agents ou alors la pose d'électronique, etc. Et à la fin, on en sait assez pour désamorcer des entreprises hostiles à notre pays ou dommageables pour notre économie, etc. Les qualités qui font dans l'antiterrorisme sont rigoureusement inverses. Il faut la rapidité, parce que vous avez vu à quelle vitesse maintenant les gens basculent, deviennent des bombes humaines et décident de frapper. Je l'avais déjà dit à ce micro, pour un des frères Abdeslam, c'est en moins de 10 jours, quoi. Sa femme s'ébahit qu'il soit mort au nom de l'islam parce qu'il boit de la vodka, etc. Lui, vous êtes fou, ça peut pas être lui, quoi. Donc vous voyez à quelle vitesse le basculement se fait. Et à l'inverse du contre-espionnage, ça repose sur le partage le plus rapide possible des informations, parce que les signaux faibles, ce qu'on appelle les ruptures d'ambiance. Une rupture d'ambiance, c'est quoi, pour parler un langage familier à tout le monde? Le bistrot des frères Abdeslam à Molenbeek, un jour, sur les écrans de la télévision qui tournent en continu, il y a le rap et puis les gens qui font de la musique comme ça. Et puis, la semaine d'après, il y a les vidéos de l'État islamique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La semaine d'avant, la cousine Aïd Boulassen là, a une existence un peu, disons, dévergondée. La semaine d'après, elle est en niqab de la tête aux pieds. C'est quoi cette histoire? C'est ça, des ruptures d'ambiance. Il y a des choses qui n'étaient pas là et qui deviennent présentes, ou des choses qui étaient là et qui n'y sont plus. Et c'est ça qu'il faut pouvoir capter le plus rapidement possible et partager le plus vite possible. Parce que si vous captez ça à l'époque, et si vous le partagez au niveau franco-belge, il y a des policiers belges qui disent « Mais oui, on les connaissait. Ah bah oui, ah bah un tel, c'est un petit voyou, mais on le connaît. Tiens, pourquoi? Ah bah il est parti en Turquie. » Ce qui signifie en Syrie. Et là, vous intervenez à temps. Donc on a un service de contre-espionnage très performant, que depuis 1969 et 1970, on a contraint à s'intéresser au terrorisme. Le ministre Raymond Marcellin est celui qui, à l'époque, a convoqué le patron de ce qui s'appelait à l'époque la Direction de la Surveillance du Territoire, la DST, et lui a dit « Cette histoire de terrorisme, ça m'inquiète, faites-nous une cellule ». Le préfet en question a d'ailleurs refusé énergiquement. Dans nous, c'est l'espionnage soviétique, on n'a pas... Et bon, contraint et forcé, il a dû le faire, et donc depuis, on est comme ça. Alors, tant que le danger évoluait suffisamment lentement pour que les méthodes traditionnelles de police et d'information, on regarde les téléphones des gens, on les convoque, on en arrête un, on en libère un, etc. Les méthodes que le juge Bruguière a appliquées fort bien pendant plus d'une décennie. Ça marchait. Maintenant que ça va à toute vitesse, ça ne marche plus. Donc, la seule chose qu'il fallait faire après le mois de janvier 2015 et le premier avertissement déjà sanglant de Charlie Hebdo et puis de l'Hypercacher, il fallait prendre tout ce beau monde, il fallait à partir de là créer un service antiterroriste sous forme pardon du franglais, ce qu'on appelle une task force, quoi, c'est-à-dire un outil dédié concret pour 3 ou 4 ans. C'est pas la peine de faire une usine à gaz en plus, une bureaucratie en plus, de faire quelque chose de souple, d'agile, avec des gens jeunes, avec des gens qui connaissent l'adversaire, qui connaissent les racailles, parce qu'ils ont été jeunes commissaires dans le 9-3 ou dans la périphérie parisienne ou dans la banlieue lyonnaise. Ils savent, élevés dans le sérail, ils en connaissent les détours. Et là, on pense des gens-là, et puis on leur dit, voilà, c'est simple, vous avez quelques milliers de types qui tiennent des propos inquiétants ou qui ont été signalés par leur famille. Là-dedans, il y a 50 bombes humaines potentielles, je les veux. C'est simple, on les met hors d'état de nuire, on les surveille en tout cas 7/24. C'est ce qui n'a pas été fait. Alors, le reste... c'est gentil, quoi. La déradicalisation, vous avez une dame qui fait de la déradicalisation, pardon, c'est dur à dire, et puis on a affaire à des gens qui sont des égorgeurs d'enfants, et elle dit, alors voilà, on va faire des petits stages, et on va leur faire écouter la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient petits pour les calmer, leur rendre un peu d'humanité. Et si la déradicalisation c'est ça, j'ai des doutes sur c'est quand même un peu des histoires de benets, quoi. Alors c'est très difficile de faire changer les gens d'avis, et notamment dès qu'il y a une dimension religieuse, plus vous persécutez les gens, plus ça les enfonce dans leur fanatisme, et puis c'est pas en leur offrant des vacances au Club Med que ça va tant les déradicaliser que ça. Donc voilà où on en est. Je suis pas sûr que il y a des rites, la société. Quand il y a eu des morts, on doit pleurer en commun. Bon,
Voilà, ça y est, ça a été fait. Mais planter des arbres, Johnny Hallyday, on est quand même un peu dans le futile, là, pour ces affaires-là. Et puis, deuxièmement, c'est secondaire par rapport au fait que l'essentiel, le fait de nous doter d'un outil. On a un Premier ministre qui est conscient de ces affaires-là. Puis lui, c'est un grand admirateur de Clémenceau. Quand Clémenceau a eu conscience que les bandits de l'époque commençaient à avoir des voitures, qu'est-ce qu'il a créé? Les brigades du Tigre, c'est-à-dire des policiers en voiture qui étaient à mesure de s'occuper, pas uniquement, parce que souvenez-vous, à la même époque, c'est la bande à Bono, les anarchistes, les premières voitures, ils s'enfuyaient après avoir attaqué les banques en voiture, il fallait rendre la police mobile. Et ben voilà, il faut, aujourd'hui, c'est simple, Clémenceau revient, ils sont devenus fous. Hein. Il faut qu'un Clémenceau revienne et qui crée les nouvelles brigades du Tigre, c'est-à-dire une unité agile, proactive, capable de reconnaître les symptômes, capable de faire des diagnostics, et ces diagnostics-là, capable de les faire à temps, c'est-à-dire avant qu'il y ait 100 Maccabées dans les rues de Paris, quoi. Alors on a vu là récemment que le procès de la cellule des djihadistes de Verviers s'ouvrait en Belgique. Est-ce que on peut attendre quelque chose des audiences, des témoignages qui vont être formulés à cette occasion? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements? Mais fatalement, bien entendu, on apprend toujours, ne serait-ce que de ses erreurs. Et là, on va apprendre quelle était la situation en Belgique et en France en 2012, 2013, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on va apprendre va être rétrospectif. On va apprendre des choses sur les événements. C'est comme les caméras dans le métro, vous savez, ça n'empêche pas l'attentat, mais après ça, on voit les types sur la caméra s'enfuir, voilà. Donc c'est pas totalement inutile, mais c'est du rétrospectif. Quand vous avez j'insiste parce que c'est important. Dans le cas de Mohamed Merah, on peut estimer. J'ai lu toutes sortes de textes qui ont été rédigés à l'époque par des experts de l'État. Pendant 1 an et demi, à peu près, 12-18 mois, il a basculé dans sa tête. Un jour au bistrot à boire de la bière, le lendemain à la mosquée, un jour il tire sur un pétard, le lendemain il veut partir en Afghanistan. Et puis un beau jour, il y a un déclic. Mais le processus, il s'étale sur plus d'1 an. Là, pour le frère Abdeslam, qui s'est fait exploser aux terrasses, là, boulevard Voltaire, ou dans le 11e en tout cas, c'est en 10 jours que ça se passe. Donc, on peut plus compter sur le temps. Le temps, il joue contre nous. D'un côté, vous avez une effroyable usine à gaz. Songez que quand il y a la coordination antiterroriste au ministère de l'Intérieur, qui s'appelle l'UCLAT, il y a 22 services et entités autour de la table. 22. Car, bien entendu, à chaque fois que quelque chose foire, comme on ne veut pas toucher à l'essentiel, on rajoute une couche au millefeuille. Alors il y avait 18 services, un attentat 19, un autre attentat 20, un autre attentat 22, et donc vous avez une coordination de coordinateurs qui coordonnent ce qui doit être coordonné, et c'est une espèce de magma obèse et absolument incapable de réagir en temps et en heure, et dans lequel, comme il y a 22 entités avec des querelles de boutiques, non mais c'est à moi, mais t'es pas sur ton territoire et moi je suis sur le mien, etc., ça prend l'eau et ça fuit par tous les bouts. C'est ça le problème. Il y a une forme de terrorisme aujourd'hui qu'on voit s'établir en France. On l'a vu dernièrement à Munich, ce que la presse appelle les interventions déséquilibrées, mais qui sont quand même des attentats terroristes. Marc Trapès, qui est un essayiste qu'on avait reçu il y a quelques jours ici, évoque dans son dernier livre ce qu'il appelle le terrorisme next door, c'est-à-dire en fait un terrorisme de proximité. Et on voit bien qu'il est à la fois très meurtrier et difficile à maîtriser et à empêcher. Je crois que la meilleure manière de rien comprendre à rien, c'est de confondre Napoléon avec un fou qui se prend pour Napoléon. Voilà. C'est pas quelque chose qui relève d'une organisation. C'est quelque chose qui relève de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un. Moi, en tant que criminologue, je sais, on m'enseigne ça depuis très longtemps, qu'à partir du moment où un individu ne joue plus de ses facultés mentales, il relève pas de la justice, il relève de l'asile psychiatrique. Vous avez, il y a 2014, je crois,
à la défense, il y a des soldats qui se promènent avec, vous savez, les fusils 100 balles et puis les munitions cousues au fond d'un sac derrière leur dos, là. Il se fait sauter dessus par un individu qui essaye de le poignarder à la gorge. L'individu en question est arrêté. Il est même pas musulman. Il s'appelle Dupont, hein, et il est simplement complètement cinglé. Mais quelle est la différence entre... moi, je veux bien, vous me dites, bon, il y a des déséquilibrés qui font des actes qui sont terroristes. Mais en fait, Abdeslam, Abaoud, Nemouche sont aussi des déséquilibrés dans ce cas-là. Non, pas du tout. C'est totalement différent. Pour tuer un enfant dans une école en le filmant, c'est quand même un déséquilibré. Il y a plusieurs hypothèses. Celle qui me paraît la plus vraisemblable et la plus crédible, c'est de dire que, comme toujours dans l'histoire, et chaque fois avec une couverture et un habillage différents, il y a des gens qui sont des psychopathes, à savoir qui jouissent d'infliger la douleur ou la mort à des gens, et selon les périodes de l'histoire, certains trouvent un habillage plus noble que simplement une espèce de jouissance morbide de faire mal aux gens ou de les faire souffrir ou de les faire mourir, avec une grande cause. Alors ça peut être des gens qui, au nom d'une cause X ou Y, torturent pour des motifs religieux dans l'histoire, ou alors au moment des révolutions, au moment des épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Docteur Petiot était en faveur de la collaboration, et en réalité, la jouissance, c'était de tuer les gens, quoi. C'était pas quelqu'un qui s'inscrivait dans un militantisme politique. C'est la différence entre le crime de guerre, c'est-à-dire un acte qu'on accomplit lors d'une guerre, lors d'un conflit, et qui va trop loin par rapport aux règles de la Convention de Genève. On tire pas sur les civils, sur les gens désarmés, on n'achève pas les prisonniers, etc. Ça, c'est un crime de guerre. Là, on est dans une autre situation. On a affaire à des gens qui essayent de trouver un prétexte pour en tuer d'autres. Mais ces gens-là sont responsables de leurs actes. C'est-à-dire que il y a une planification. Et il y a un deuxième motif, c'est qu'une des définitions les plus simples de la pathologie mentale, un individu qui souffre d'une pathologie mentale lourde est incapable de s'associer à quiconque. Il est seul dans son univers et il peut pas y avoir une fédération de schizophrènes ou une espèce de parti politique des paranoïaques graves. Ce sont des gens qui agissent dans l'isolement le plus complet parce qu'ils entendent des voix, parce que j'ai un copain psychiatre, il m'a dit qu'une fois il y avait un monsieur qui était venu le voir et qui lui avait dit que le KGB avait mis un micro dans son cerveau. Bon, il dit ceux-là, on a beaucoup de mal à les rattraper, quoi. C'est déjà extrêmement tard. Donc il y a des individus comme ça, comme l'individu de la défense qui a entendu une voix, et puis toujours, ça a un rapport avec ce qui se passe, avec ce qu'il voit à la radio, avec ce qu'ils disent dans le journal, parce que il entend des voix, mais aujourd'hui, il n'entend plus la voix de Napoléon. Hein, il entend la voix de Bin Laden ou la voix du Mollah Omar ou de Dieu sait trop quoi, parce que son délire se fonde quand même sur un minimum de réalité. Donc je crois que ça, si vous voulez, c'est les pertes en ligne qu'on éprouve à un moment donné dans une époque, et c'est absolument impossible à contrôler. Le fait qu'un individu dans sa tête, sans en avoir parlé à quiconque, bascule et se livre à un acte comme ça, qui n'a rien à voir avec lui-même. Ceux qui se prennent pour Napoléon ne sont pas destinés à devenir empereur, n'est-ce pas? Lui, le Dupont en question, il est même pas musulman, donc des fois ils le sont. Il semble que celui qui a décapité un individu dans l'Isère, etc., est aussi quelqu'un qui souffre de bouffées délirantes absolument graves. Eh ben, il a fait comme il a vu dans le journal. Ça se répand sur toute la planète. Maintenant, les cartels mexicains décapitent les gens parce que il y a des effets de mode aussi en matière de massacre, hein, et donc on en est un peu là. Alors je crois qu'il ne faut pas tout confondre. D'un côté, il y a des individus sans doute en proie à des troubles malsains intérieurs, des psychopathes, des gens comme ça qui sont associés, car ils peuvent le faire parce que ils sont peut-être un peu déséquilibrés, mais pas totalement fous. Et ces gens-là, alors en plus c'est des fratries, vous l'avez vu à chaque fois, donc il y en a un qui est plus ou moins secoué, mais les autres le sont moins. Ils sont simplement, ébranlés par le fanatisme de l'un et ils suivent, et ils se convainquent les uns les autres
dans la langue de tous les jours, on dit ils se montent le bourrichon, quoi. Les uns, ils se convainquent les uns les autres, et vous avez des gens qui, à la suite de quoi, se livrent à des actes graves. Mais ils sont coordonnés, ils sont organisés. Certains sont capables de traverser les mers et les océans pour porter des consignes et aller retourner à la base et puis monter des entités, des opérations complexes, ce qui est impossible à un individu souffrant d'une pathologie mentale grave. Il a une bouffée délirante, il est dans son lit, il entend, je sais pas, Wotan lui donner, et puis il prend son couteau de cuisine, il va tuer la voisine de palier, et voilà. Donc faut pas confondre les deux, quoi. Il se trouve que fatalement, les deux arrivent au même moment, pour des raisons d'information, quoi. Et voilà, les gens, ils sont en contact, même les fous ont la radio, si vous voulez, donc à un moment donné, ils relient ça, alors ça se mélange avec leur propre délire. On comprend bien donc tout ce problème pour l'antiterrorisme, mais il y a un autre problème aussi qui se pose désormais, c'est celui finalement des représailles, puisqu'on a vu que quand Salah Abdeslam a enfin été arrêté à Bruxelles, près de 4 mois après les attentats au Bataclan, se sont produits les attentats de Bruxelles, justement. Ça n'a pas grand-chose à voir, je crois. C'est simplement, il a été repéré, et j'avais dit ici précédemment qu'on avait repéré une sorte de rythme de 3 ou 4 mois. Et dans une interview que j'avais donnée dans la presse écrite, au Figaro Magazine, j'avais dit 3 ou 4 mois, sauf effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes prêt, et puis vous attendez le feu vert, mais il y a toujours une grande licence donnée aux opérateurs de terrain pour agir, quoi. On leur donne une impulsion générale, et voilà. Donc, ce qui semble s'être produit, c'est qu'il y avait une opération qui était en préparation. L'opération en question ne visait pas la Belgique, mais visait encore une fois Paris ou la région parisienne. J'ai dit, et personne ne m'a contredit, et ils ont eu raison de ne pas me contredire, que le 12 novembre, Abdelhamid Abaoud avait été à Roissy, s'était rendu sur la plateforme de Roissy, où, entre-temps, le ménage avait été un peu fait. Alors, peut-être n'y a-t-il pas trouvé les contacts qu'il espérait avoir, etc. Et l'opération en question, par la suite, s'est rabattue sur Bruxelles. Mais je crois que j'ai raison de penser qu'à l'origine, la deuxième opération avait Bruxelles comme base de repli, mais que la cible visée était encore la France, Paris, la région parisienne. Alors ça, c'est ce qui s'est produit. Donc à partir du moment où quand même toute l'Europe en faisait des tonnes sur le Abdeslam Junior et sur le fait l'ennemi public numéro 1, etc. Donc il y a tout un tam-tam. Et une fois qu'il est arrêté, eh bien il y a ses complices qui déclenchent l'opération, qui signifie même pas mal, quoi. Vous voyez, il paraît que c'était lui, le Deus ex machina, il avait tout monté, et ben, vous voyez, il est en prison, ben, on continue quand même. Et comme ils ne peuvent plus le faire à Paris, pour des raisons de nettoyage, sans doute, sur la plateforme de Roissy, ils le font à Bruxelles. Voilà, je crois que c'est ça qui s'est passé, et ça prouve une fois de plus, l'imprégnation criminelle des individus en question, parce que c'est des voyous avant tout, ils font comme tout voyou qui se respecte. Quand la banque est blindée, eh ben, on va braquer l'épicerie du coin. Ça s'appelle l'effet de déplacement. Hein. Alors, ils ont fait jouer l'effet de déplacement. C'est ça qui s'est produit. Et je crois que, si vous voulez, le fait que Abdeslam soit libre ou pas libre, c'est des pions, quoi. Les gens qui dirigent l'État islamique au sommet sont tous des officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein, et quelqu'un qui a été sur le terrain et qui les a vus m'a dit avec effroi, parce qu'effectivement il y a des gens qui sacrifient leur vie en parlant des petits djihadistes fanatisés qui vont se faire sauter à droite et à gauche, parlant des généraux en question, il m'a dit ils s'en servent comme de munitions. Voilà. Plouk, poum. C'est ça, ils s'en servent comme de munitions. Munitions à Abdeslam, munitions à Abaoud, allez les gars, allez au paradis, c'est par là. Et puis ils en ont d'autres. Hein. Alors il y a quand même quelque chose qui est plutôt intéressant au niveau de l'organisation que vous nous avez expliqué sur l'antiterrorisme, sur le profil de ces terroristes, si on fait fi de ces quelques déséquilibrés qui sont quasi impossibles à arrêter. Il y a cette imprégnation de la politique internationale et on peut quand même s'interroger sur le manque de clairvoyance d'un État qui s'engage sur un territoire, sur un théâtre étranger et qui ne peut pas ignorer les répercussions que ça peut avoir ensuite sur son propre sol. On a l'impression que finalement on se lance dans des opérations extérieures mais que l'on n'a pas prévu toute la logistique antiterroriste qui doit finalement forcément en découler, notamment quand on intervient dans ces pays du Proche et du Moyen-Orient.
Alors, la première ânerie, pour employer un terme gentil, grave, est naturellement celle de l'invasion de l'Irak. Par des gens, je parle des dirigeants d'alors des États-Unis, qui n'avaient pas idée de la façon dont cela se passait sur place. Vous avez cet épisode incroyable, parce que en matière d'ignorance du terrain, elle est quand même celle-là fabuleuse. L'Irak a été militairement envahi, ça c'était la partie fastoche, hein, on casse tout, on bouscule tout, il y a des blindés partout, ça y est, c'est fini, mission accomplished. Hein. Et après ça, on dit, ben voilà, étape 2, on va faire de l'Irak une paisible Helvétie, une démocratie admirable, Montesquieu, à Bagdad et tout. Et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Ce sont des élections. Qu'est-ce que c'est que des élections? C'est simple, c'est des listes électorales, et puis c'est des cartes d'électeurs. Alors, appel d'offres, et vous avez des gens qui partent à Bagdad pour faire tout ça. Le terrorisme a commencé parce que les autres ont attendu que les Américains soient bien arrivés, puis après ça ils ont déclenché le rock'n'roll, quoi. Et ils sont les malheureux. Alors, je crois que c'était une boîte américaine qui d'ordinaire fait des cartes de crédit, vous savez. Alors eux, ils savent gérer des listes et puis des cartes, fatalement. Donc ils vont là-bas pour essayer de faire ça pour l'Irak. Et certains ne reviendront pas parce qu'il y a déjà des attentats, il y a des morts dans cette affaire-là. Et les autres viennent, non, c'est pas possible. Comment ça, pas possible? Mais oui, parce que quand on est président des États-Unis et qu'on s'appelle George Bush, on a un nom irrévocable depuis sa naissance jusqu'à la mort. Dans les pays tribaux, et notamment en Irak, il n'y a pas d'identité fixe et irrévocable. Donc les gens ont le prénom suivi du prénom du père et puis le quartier où ils habitent. Ce qui fait que sur la liste qu'ils avaient commencé à ébaucher pour la ville de Bagdad, et qui est une immense métropole de plusieurs millions d'habitants, il y avait 691 222 Ali bin Mohammed al-Baghdadi, Ali fils de Mohamed né à Bagdad, parce que dans la rue où on habite, ça marche très bien, quoi. Il y a un seul, mais il y en a partout. Donc comment voulez-vous une liste électorale où tout le monde a le même nom, quoi? C'est naturellement impossible. Alors, mais ça, ils l'ont découvert une fois que, alors que les universités américaines regorgent d'experts, d'islamologues ou de spécialistes du Moyen-Orient, même spécialistes de l'Irak, qui leur auraient dit mais attention et tout. Rien n'avait été calculé, rien n'avait été pensé. Donc tout a été fracassé là-bas. Pas l'antiterrorisme non plus. Ah ben non, pas plus, parce que c'est la grande surprise. Quand les services européens qui sont restés sur place pendant l'invasion de l'Irak, je ne peux pas aller plus loin dans les détails, disent avant le premier grand attentat commis à Bagdad au mois de juillet, l'ambassade de Jordanie, et puis après ça le siège de l'ONU à Bagdad, où l'envoyé spécial, tout le monde est tué, 25 morts et tout. Avant ça, des gens qui sont sur le terrain, des officiers d'enseignement sur le terrain, avertissent leur capitale en Europe en disant ça sent pas bon, etc. Ils se font engueuler par leurs gouvernants qui leur disent mais rendez-vous compte, c'est le plus beau succès militaire du siècle, c'est terminé, vous allez cesser de dire des bêtises. Et les gens en question sur le terrain sont en grand danger de se faire virer ou rappeler en disant bon, celui-là il délire complètement, et ils éprouveront, la vie est ainsi faite, un immense soulagement quand il y a les deux premiers grands attentats de l'État islamique, parce qu'il vous voyez ce qu'on vous disait. Et personne ne se doutait de cela. Tout le monde était persuadé du contraire. Les Américains sont tombés de l'armoire, les occupants tombés de l'armoire, tombés des nues au moment où ils ont eu cette première gros attentat. Puis pas rien, quoi. 900 kilos d'explosifs, le quartier entier ravagé, enfin une vraie grosse bombe, quoi. Et bien à partir de ce moment-là, ça n'a plus cessé. Donc nous avons affaire à des gens. Alors, ça leur suffit pas avec l'Irak. Après ça, on commence à faire du regime change en Syrie. Oui, mais Bachar, c'est un dictateur, il est pas gentil, etc. Et entre-temps, la Libye, quoi. Donc tout le monde s'y est mis, quoi. Les Français, les Américains, les Anglais, et le résultat est absolument désastreux, quoi. Il y avait des châteaux de cartes qui tenaient péniblement en place, et là tout est par terre. Vous avez vu tout ce qui arrive comme migrants de tous les côtés, c'est le résultat de ça. Le terrorisme tel qu'il est aujourd'hui, dans son impulsion, c'est le résultat de ça. On a eu, entre l'année 2000 et dans la première décennie du 21e siècle, toutes les sottises du monde ont été faites, des sottises aux résultats catastrophiques.
Et tout ça en disant c'est des dictateurs. Moi je veux bien, effectivement, Saddam Hussein n'était pas forcément mon héros favori personnel, mais de même que déjà en 99, quand la Yougoslavie de Milosevic, nous, criminologues, avions dit aux gens du gouvernement, attention, vous savez, là, c'est un truc qui sert à bloquer la mafia albanaise. Vous êtes pro-serbe, résultat, les Albanais sont mafieux, hein, ils sont partout en Europe maintenant, partout. Ils se sont répandus à la vitesse d'un virus informatique. Donc à chaque fois, on écoute des abrutis qui nous font le coup du méchant dictateur, et le résultat est naturellement infiniment pire. Alors effectivement, si vous voulez me dire qu'on a réfléchi à rien, ben non, on n'a réfléchi à rien. Il y a une espèce d'emballement médiatique, ah mon Dieu, alors on vous filme des dames en train de pleurer avec des gamins dans les bras qui ont l'air complètement hagards, on dit regardez, on peut pas laisser faire, puis un effet d'emballement, un effet de vague, d'indignation qui monte, et puis après ça, on prend des décisions, parce que il y a le directeur de la com qui dit oh là là, vous pouvez pas, vous avez vu ce qui se passe, etc. Et le résultat est un drame incommensurable. Il y avait un mort par mois dans l'Irak de Saddam Hussein, il y en avait quand même des statistiques sur le nombre d'homicides. Aujourd'hui, il y en a 1000 par mois. Encore le mois dernier, il y a eu 980 personnes en pleine santé, quoi, des jeunes. Ce matin, 54 femmes sur un marché à Sadr City, à Bagdad, une voiture piégée avec encore les fous de l'État islamique. Voilà, le résultat, c'est ça. C'est dramatique. Je voudrais revenir toujours à ces 6 mois après les attentats et revenir sur le sol national. Oui. Élise Blaise évoquait Salah Abdeslam. Vous dites c'est un pion. Ce pion-là, il a un intérêt aujourd'hui ou pas. D'ailleurs, c'est qu'il est vivant. Est-ce que le fait qu'il ait été capturé vivant, c'est une victoire? Et ça a un intérêt. Toujours. Mais comme je ne peux que répéter inlassablement que l'intérêt que ça est rétrospectif. Il faut que la justice passe. Il y a eu quand même énormément de morts, le plus de morts depuis la libération de Paris. Quelqu'un doit payer pour ça, la justice doit passer. Donc dans cette dimension-là, effectivement que ça a un intérêt. Maintenant, nous expliquer... Le fait qu'il soit vivant, la justice, oui. Aussi, est-ce qu'il peut vulgairement se mettre à table? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Il va dénoncer d'autres racailles comme lui, et puis on va essayer de remonter un peu plus haut, et la ficelle cassera très vite. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tout simplement les attentats en Belgique, puisqu'il a été arrêté quelques jours avant? Je crois que si... Alors, c'est une phrase difficile à prononcer, mais quand même, si jamais, après les attentats du 15 janvier, les choses avaient été reprises en main au niveau de la compréhension et de la compétence des gens qui dirigent sur le plan intérieur la lutte antiterroriste. Un certain nombre de signes auraient pu montrer qu'il y avait des préparatifs et il aurait été sans doute, on n'est jamais sûr à 100%, mais à 70 ou 80% possible de parer aux attentats futurs. Vous savez, la criminologie, c'est comme la biologie. Il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours des signes avant-coureurs, il y a toujours des éléments. À partir du moment où vous vous rendez compte, on dit zut, peut-être que les 2-3 là sont pas seuls, peut-être qu'il y en a d'autres, vous secouez toutes les gens en question, les racailles à la Abdeslam, ils sont fragiles, puisqu'ils ont deux fragilités conjuguées. Ils ont la fragilité dans leur dimension terroriste, mais ils ont aussi leur fragilité dans leur dimension voyou. Les frères Abdeslam, ils étaient même détrousseurs de cadavres. L'un d'entre eux, il avait été employé dans un service d'ambulance en Belgique, il piquait les bagues des vieilles dames au moment où on les amenait à la morgue. Vous voyez qu'ils avaient quand même une panoplie criminelle assez étendue. Oui, ils ont tout fait. Et des trafics de drogue, tout ce que vous dites, braquage, cambriolage, etc. Ces gens-là sont fragiles. Parce que veut un individu qui est détenu? Il veut sortir de prison. Vous lui dites, bon, alors... j'ai bien compris, ton copain, machin, oui, tu le balanceras pas, mais les autres, là, Abdeslam, ça te dit quelque chose? Et à la fin, on réussit à avoir des informations, on réussit à avoir des choses inquiétantes, on réussit à dire, ouais, je comprends pas, avant on était en train ensemble de boire de la bière, maintenant il veut plus boire d'alcool, il a pas serré la main de ma femme, mais, ouais, il y a des choses, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et on gratte, et à ce moment-là, on tombe sur le nid de scorpion, quoi. C'est ce qui n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que on n'a pas fermé le robinet d'arrêt en haut. On n'a pas trouvé l'interlocuteur, je sais pas, dans un des pays de la région.
s'asseoir tranquillement avec un type en disant, bon, peut-être qu'on a fait une bêtise, alors explique-moi, et puis maintenant, on va essayer de trouver une solution à ça. N'oubliez pas que quand je vous dis que le terrorisme du Moyen-Orient, il est toujours sous contrôle d'une puissance ou d'une autre, n'oubliez pas ce qui s'est passé au moment de la guerre du Golfe, de la première, en 1990. Le président Bush, le père, a téléphoné à Hafez el-Assad, de Syrie, le président syrien, en lui disant, le méchant maintenant, c'est Saddam Hussein, c'est plus vous. Hafez a dit, ah bon, c'est plus moi le méchant. Depuis 15 ans, il y avait une guerre civile inexpiable au Liban, à la porte à côté. Il y avait des morts, il y avait des milices armées qui étaient à la gorge les unes des autres. Il y avait des scissions dans les milices. Le camp chrétien avait explosé, le Hezbollah avait scission. C'était un bazar, un mouvement brownien, un chaos absolument total. Hafez el-Assad apprend que c'est plus lui le méchant. Le lendemain, la guerre civile libanaise s'arrête au coup de sifflet, dans la matinée. Et pendant 17 ans, plus un coup de feu n'est tiré. Pendant 17 ans, plus un coup de feu. Coup de sifflet, tout s'arrête. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait inciter à souffler dans son sifflet, dans cette affaire-là. Puisqu'il y en avait un à l'époque, et que le jeu a ses règles, et que ces règles, elles existent toujours aujourd'hui, et qu'on les respecte sur place. Quand on parle aux gens et quand on connaît les règles, on leur dit, dis donc, comment ça se passe? Ah bah oui, toujours, etc. Côté syrien et côté iranien notamment, c'est toujours les mêmes acteurs. Hein? Alors on va revenir au problème de la radicalisation d'une certaine manière et de ce côté fusible quelque part que vous soulevez chez les individus tels qu'Abdeslam. On peut s'interroger quand même sur la manière dont il faut interpréter l'accueil d'Abdeslam à la prison de Fleury-Mérogis, où il est accueilli par des sifflets ou des applaudissements. On se pose quand même la question des conditions de détention des détenus et de la radicalisation qui visiblement n'est pas un problème réglé. Le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut prendre ça avec calme. D'abord, quand on est en prison, on s'enquiquine. Et quand on est en prison, on regarde les quatre murs, on regarde ses voisins, et quand il y a un événement même mineur comme ça, on fait un peu d'esbrouf pour exister. Donc certains disent il est trop cool parce que c'est lui qui a frappé les infidèles, et puis les autres qui faire une révélation qui va sans doute vous bouleverser, et sans le moins du monde m'en prendre à quiconque, les prisons en question contiennent peu de berrichons. Donc il y a beaucoup de personnes dans l'environnement de la prison qui sont concernées directement par des affaires comme ça, et comme les gens en question n'ont pas, pour beaucoup d'entre eux, une culture qui leur permet de lire les œuvres complètes dans la Pléiade de Platon, hein, donc ils sont sans arrêt devant leur télé, donc les événements d'actualité, ça les mobilise. Alors ceux qui pensent que c'est bien ce qu'il a fait, ben, ils applaudissent, ceux qui pensent que c'est une balance et qu'il a trop parlé déjà, ils sifflent en fonction de leur sensibilité personnelle, c'est du défoulement. Je crois qu'il ne faut pas y voir le début de la Troisième Guerre mondiale, il faut garder son calme et son sang-froid là-dedans, et de voir simplement, ben, c'est quelque chose qui leur parle, vous comprenez, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment. Hein, simplement, ça renvoie toujours au même problème. Rien n'est plus difficile, on n'insistera jamais aussi là-dessus, assez, rien n'est plus difficile que de changer ce que les gens ont dans la tête. C'est très difficile. Vous avez des gens qui, pour une raison X ou Y, sont persuadés, ben oui, je l'ai vu à la télé, arrête, etc. Parce qu'ils sont simples, hein, ils croient à la publicité des cadeaux bonus et tout ça, c'est les mêmes, quoi. Hein. Donc ils ont vu le prêcheur leur dire, et ils ont dit le 11 septembre c'est un complot israélien, etc. Et regardez les tours, elles sont pas vraiment tournées. Je l'ai vu à la télé, quoi. C'est des gens assez rustiques, si vous voulez. Hein. Donc ils sont comme ça, et puis plus vous essayez de les faire changer d'avis, et plus ça les enfonce dans leur fanatisme. C'est comme ça qu'ont démarré toutes les religions révélées. Tous les martyrs, tous les saints, tous ceux qui préféraient se faire becter par les lions que de... Voilà, et on force les gens, à la fin, ça fait des martyrs, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et là, à l'heure actuelle, la déradicalisation, avec la gentille madame qui veut leur faire chanter des comptines pour les calmer, etc., tout ça, ça marchera une fois sur 1000, si vous voulez. Il y a une chose qui est rustique aussi, c'est quand même l'attitude des autorités dans les prisons. Là, on revient en Belgique, mais enfin, c'est quand même la conversation entre Salah Abdeslam et Mehdi Nemmouche, le terroriste du musée. Mais comment ça est-ce possible? On a du mal à penser qu'on puisse arriver à ça. Mais quoi. Si, une prison, c'est un endroit physique, il y a des coursives, il y a des gens qui se croisent dans les coursives, et puis voilà, ils ne devraient pas se croiser, et puis ils se croisent. C'est pas plus...
on ne peut pas prendre des mesures. Enfin, je veux dire, Mais non, on peut pas depuis prendre. toujours, les Non, rois on ne peut pas savaient, prendre des mesures gérer parce que ça. en Belgique comme en France, dans les prisons, c'est les syndicats qui dirigent. Alors quand vous voyez que par inadvertance, il y a un maton qui a laissé Monsieur Truc parler avec Monsieur Machin, vous pouvez pas le sanctionner parce qu'autrement il y a une grève, un machin, vous vous rendez compte. Alors avec les excuses habituelles, on n'a pas repeint les locaux du syndicat depuis 35 ans et puis regardez, il a 3 enfants, etc. Ce sont des gens qui sont propriétaires de leurs emplois. Comment vous voulez diriger des pareil en France, hein, ni mieux ni pire. Donc quand vous voyez les gens sont propriétaires de leur emploi. À l'heure actuelle, il y a Clairvaux qui est en train de fermer. Eh ben non, pourquoi? On veut que ça reste ouvert. Enfin, c'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Les appareils d'État n'ont plus un atome d'autorité. On veut pas que ça soit comme ça. Ben non, désolé, on reviendra alors, hein, plus tard. Enfin, vous êtes d'accord pour dire que c'est un dysfonctionnement absolument incroyable. Total. Mais il est systématique. Et Mme Taubira a pas fait grand-chose pour que ça s'arrange, pour être gentil. Est-ce qu'on est assuré aujourd'hui qu'Abdeslam à Fleury-Mérogis est isolé? Comment voulez-vous que je le sache? Je le souhaite. D'accord. Nous aussi. Alors on va se projeter sur le futur, c'est un pléonasme un peu. Nous sommes à peu près à un mois du début de l'Euro 2016. On a vu que les attentats du Bataclan ont commencé aussi au Stade de France, où il y avait d'ailleurs des entraînements qui étaient faits dans la perspective de l'Euro 2016. Ce sont des cibles privilégiées. Est-ce que, encore une fois, le gouvernement a pris des mesures à la hauteur de la menace? Énorme. Tout le monde est mobilisé, il n'y a plus de congés, tout le monde sur le pont. J'ai affaire à des gens, ils sont fatigués, vous savez, déjà avant, parce que certains n'ont pas pris dans les endroits cruciaux vraiment de vacances ni de congés depuis le 13 novembre, fête de fin d'année comprise. Donc là, tout le monde est sur le pont jusqu'au mois de juillet, et tout ce qui est humainement possible de faire est fait dans un système, je répète, où au lieu d'avoir une unité centralisée qui donne des ordres, on a 22 acteurs qui, c'est pas toi, je croyais que c'était toi, etc. Alors dans ce contexte-là, et avec les fragilités induites par ce fonctionnement un peu complexe, oui, tout ce qui peut être fait est fait, tout ce qui est raisonnablement et logiquement possible d'être fait, et les acteurs de l'antiterrorisme, ceux qui bossent à la base, ménagent ni leur temps ni leur peine. Alors évidemment, l'effet de déplacement est plausible, à savoir qu'à partir du moment où les stades ou même les fameuses fan zones là. Alors justement, le maintien des fan zones, est-ce que c'est pas un peu irresponsable? Mais j'en sais rien, moi. Il faut demander à des gens qui font de la sécurité privée. Moi, je sais ce que font les méchants, si vous voulez. Je suis criminologue, mais quand on voit que les terroristes ont pu s'attaquer aux terrasses, par exemple, on peut imaginer que les fan zones ne sont pas des cibles inatteignables. Il faut pas prolonger les courbes. Vous avez affaire à des gens qui ont des modes de raisonnement un peu spéciaux, quoi. Peut-être y a-t-il l'envie, l'idée de cibler des endroits où d'autres musulmans seront. Je veux dire, quand vous tirez sur une école chrétienne, vous êtes à peu près certain que le nombre de musulmans à l'intérieur sera minime. Voilà. Donc, il y aura peut-être des endroits qui seront ciblés où on pourrait imaginer que joue l'effet de déplacement, c'est-à-dire que si on veut aller place de l'hôtel de ville, là où tous les grands écrans, et naturellement, ça va grouiller d'agents, et le fait de réussir son coup est quand même peu plausible. Alors que si c'est à Cricbeuf le Petit ou à la Motte Beuvron, et s'il y a 50 morts, il y aura les mêmes titres dans les journaux, si vous voulez. Donc à la fin, il y a l'effet aussi qui est recherché, l'effet de frayeur. Vous avez souvent conseillé les ministres, le pouvoir. Si vous étiez en face de Bernard Cazeneuve, est-ce que vous lui diriez, regarde ce que vous dites, c'est-à-dire que les forces de police, mais aussi de secours, sont fatiguées, épuisées, c'est ce que vous avez indiqué. Est-ce que vous lui indiqueriez, vous, d'y aller mollo, c'est-à-dire de ne pas déployer l'ensemble des moyens de sécurité et de démultiplier les zones d'incertitude sécuritaire? Je fais jamais ça. C'est pas mon rôle. Si vous avez des données en face de vous, donc vous pouvez quand même dire, en gros, c'est pas le moment. Non, jamais je ne fais ça. Je parle de ce que je sais, c'est-à-dire de ce que font et de ce que sont capables de faire les islamistes. Ce n'est pas à moi de lui dicter sa conduite. Si je suis dans un hôpital, je suis radiologue.
Je dis, là, ouais, sur le poumon, il y a une tâche qui ne me plaît pas, c'est pas moi qui choisis le traitement. Et instinctivement, le citoyen refait. Oui, attendez, d'abord que je vous dise, je sais, moi, je connais le moyen de me fâcher avec tout le monde. Je vais voir des magistrats, je leur apprends à faire la justice, je vais voir des policiers, je leur apprends à faire la police, je vais voir des agents d'enseignement, je leur apprends à espionner. Au bout d'une semaine, tout le monde me déteste, quoi. Si je n'ai pas à leur apprendre leur boulot. J'ai simplement à leur donner des informations sur la façon dont évolue l'attitude de criminels au plus proche de la réalité, criminels terroristes, criminels ou hybrides entre les deux, comme tous ceux qu'on a vus en France depuis 2012. Et puis, à partir de ce moment-là, ils se forment leur jugement, ils choisissent leurs options à partir de ce que je leur apporte comme information dans le domaine où j'ai une compétence pour parler et une expérience du terrain au Moyen-Orient, etc. Donc c'est ça que je fais, mais j'ai pas à dire à Cazeneuve, vas-y mon pote, ou vas-y mollo. Non, il m'écoute et s'il me pose des questions, par exemple, ça n'est pas à moi, j'ai refusé 20 fois de faire ça à la radio, à la télévision, de dire il faut ou il ne faut pas dépénaliser le cannabis. C'est une responsabilité politique. J'ai simplement à dire, il semble y avoir des effets sur l'organisme, mais des médecins vous le diront. En dehors de ça, tel pays a fait ça, voilà ce que ça a donné. Tel pays a fait ça, voilà ce que ça a donné. Est-ce que ça va dissuader les criminels? Certainement pas, parce que l'effet de déplacement, j'apporte des informations aux gens, mais la décision politique, elle est au sommet de l'État. J'inverse ma question. Est-ce que les terroristes aujourd'hui sont impressionnés par les mesures de sécurité que la France prend? Est-ce que ça les impressionne? Ça va les amener sans doute à réfléchir à des plans B, à d'autres options. À la fin, ils sont comme tout le monde, d'autant plus que pour les 3/4 d'entre eux, ils sont quasiment, sinon totalement illettrés, donc ils dépendent des médias audiovisuels et de la télé, essentiellement la radio, ça les amuse pas trop, mais là, à partir de ce moment-là, oui, peut-être seront-ils amenés à dire, voilà, t'as vu, Momo, il y a personne ce jour-là pour regarder le Sacré-Cœur, je sais pas, puis voilà, truc comme ça, l'effet de déplacement, toujours. Dans leur tête, ce sont des bandits. Ils pensent... comme les deux Kouachi, ils pensent sauver ou venger le prophète, mais à la fin, leur comportement, c'est un comportement de bandit. Ils ont les réflexes. Les réflexes, c'est quelque chose qui se crée à un jeune âge, au moment où on braque sa première banque, où on attaque sa première petite vieille, ou quoi que ce soit dans ce coup-là. Donc ils ont leurs réflexes. Ce qui fonctionne avant le cerveau, ce qui préempte le cerveau quand il y a une situation brutale ou de danger, est de l'ordre du banditisme. Donc l'effet de déplacement est très important. Et je conseille aux gens qui veulent bien m'accorder un entretien de faire attention à l'effet de déplacement tel que des bandits sont capables de le voir et de le concevoir. C'est bien compris. Merci beaucoup Xavier Hofer. Au revoir. Merci.